sortez peut-être de votre journée de travail, ou alors peut-être êtes-vous en train de boire un coup en terrasse, ou peut-être que certains ont dévalé les pistes de ski. Aujourd'hui, dédicace à notre chroniqueur et ami Tanguy qui n'est pas là ce soir. Vous êtes sur Team Sport et vous avez bien raison. Alors ce soir, donc, pour refaire le monde de la pleine sport, je suis accompagné en studio d'Alexis Fernandez, bonsoir, Bonsoir. de Victor Pétou Bonsoir, bonsoir Tanguy. et bonsoir Tony Casalino. Bonsoir à tous. Et donc, vous l'aurez compris, Tanguy n'est pas là ce soir, Tanguy Toski. On salue évidemment notre chroniqueur. On te salue, frérot. Qui nous écoute et donc qui pourra peut-être réagir, nous envoyer des messages. Ah, tiens, Tanguy qui nous dit Tanguy absent, mensonge sur la marchandise. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Ce soir, un programme assez chargé, avec d'abord les Jeux Olympiques. On reviendra sur donc, le début de ces épreuves. Les performances notamment des Français depuis samedi dernier. Le foot avec un petit retour sur la Coupe d'Afrique des Nations et le premier sacre du Sénégal, c'était face à l'Égypte dimanche dernier. Le point sur les résultats de la Coupe de France, les quarts de finale qui ont lieu actuellement, déjà 3 qualifiés pour les demi-finales. On aura le tirage au sort donc des demi-finales, on en parlera. Un petit point sur les enjeux du championnat de France de Ligue 1, les matchs à venir ce week-end et des championnats étrangers. Un petit point aussi sur le PSG qui affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions. Ce sera mardi prochain. Et enfin, pour finir, en essentiel, on aura le rugby, retour sur le tournoi des 6 nations, sur le match notamment France-Italie et le classement à l'issue de la première journée. Les infos au sport en vrac, comme vous connaissez la formule pour la rubrique. Et enfin, le petit quiz spécial. Tanguy n'étant pas là, ce sera que des pronostics ce soir, messieurs. Les Jeux Olympiques ont débuté, c'était vendredi 4 février à Pékin, à la cérémonie d'ouverture donc à 12h30. Depuis, il s'en est passé, après une semaine d'épreuves, on peut déjà noter des résultats importants dans certaines épreuves, avec notamment on va revenir sur des performances clés pour nos Français. Peut-être, Victor, on peut commencer par le biathlon, épreuve phare de la Coupe du Monde, et là donc au JO. Bah oui, écoute Antoine, la seule médaille d'or c'est en biathlon, c'est celle de Quentin Fillon-Maillet qui a été vainqueur de l'individuel, c'était mardi matin. C'était devant le Biélorusse Smolski et le Norvégien Johannes Bö. C'est la première médaille d'or individuelle de la carrière du Français. Toujours en biathlon, on peut aussi noter que la France a terminé deuxième du relais mixte derrière les Norvégiens avec une remontée magnifique de Julia Simon et de Quentin Fillon-Maillet qui venaient de remonter les débuts qui étaient difficiles de Emilia Jacquelin et Anaïs Chevalier. Toujours en biathlon, Anaïs Chevalier d'ailleurs qui a décroché l'argent sur l'individuel derrière l'Allemande Denise Herrmann. Donc voilà pour le biathlon. Une réaction peut-être sur Quentin Fillon-Maillet quand même, Bien sûr, qui a assuré. très belle performance. Il marche sur les traces de Martin Fourcade et ça fait plaisir. Ouais, et puis surtout qu'on l'attendait, il était favori, il a répondu présent, donc non, C'est ça. c'est propre. Quentin Fillon-Maillet donc, qui a décroché la première médaille d'or, la seule pour l'instant pour les Français. Il y avait d'autres résultats aussi. Ouais, après, c'est plus que des médailles d'argent, enfin, en plus de celles que j'ai dit avant. Donc, il y avait il y a la Française Chloé Trepech qui a été sacrée vice-championne olympique du snowboard cross, 8 ans après avoir remporté le bronze à Sochi. Petite déception pour la Française qui visait l'or, mais repart tout de même avec une médaille d'argent derrière l'Américaine Lindsay Jacobelin. Voilà pour les résultats pour la France. Ensuite, je continue en Big Air. Elle a fini deuxième après avoir été privée de la médaille d'or. Après 2 premiers sauts qui étaient quasi parfaits, elle était en tête avant de voir malheureusement la chinoise Hélène Gu la déloger et remporter cette finale. Je peux aussi dire la dernière médaille, dernière médaille d'argent française, c'est celle de Johan Claret, pardon. 41 ans, il a terminé deuxième de la descente, il finit à seulement 10 centièmes du Suisse Beth Feuz. J'ai du mal à le dire, mais. Incroyable. Ouais. Johan Clary, 41 ans, c'est ses derniers jeux. Médaille d'argent à 41 ans, c'est beau. Il n'avait jamais eu une médaille au JO et là, Ouais, ça fait plaisir, hein, c'est beau pour le sport français. Donc, on ne s'y attendait même pas et puis il finira pas loin. Il finit à un dixième, il Ouais, me non, semble. ouais, 10 centièmes. Ouais. 10 centièmes, c'est quand même assez beau comme exploit. On peut citer aussi aujourd'hui la journée des Français a été quand même assez cauchemardesque avec notamment Alexis Pinturo qu'on attendait sur le slalom en ski alpin. Ouais, bah, il a chuté. Tu m'as devancé. Il a chuté donc, dans le slalom.
Donc c'était le combiné alpin et sa présence pour le slalom le géant le dimanche, elle est compromise. Donc on ne sait pas s'il pourra concourir, s'il a une blessure ou pas. Je continue aussi dans les déceptions. Tess Worley, elle a été très décevante dans le géant. Après avoir chuté donc dans la deuxième manche, elle n'a jamais été vraiment dans le rythme sur ses premiers runs. Encore une déception, on peut noter Perrine Lafont, dimanche, qui a terminé quatrième de la finale de Ski de Boss, alors qu'elle était grande favorite étonnante du titre. Donc c'est une médaille en chocolat qui est très décevante pour Perrine, qui d'ailleurs, on va en parler, mais qui songe à arrêter sa carrière à 23 ans. À 23 ans, Perrine Lafont. Étonnant comme déclaration quand même. Elle disait qu'elle avait plus la flamme, plus l'envie, donc à voir si elle va véritablement arrêter, mais ça serait quand même assez surprenant à son âge d'arrêter une si belle carrière, j'ai envie de dire, donc on verra bien ce qu'elle décide par la suite, mais une nouvelle surprenante en tout cas. C'est surtout qu'elle a encore de l'avenir devant elle, à 23 ans, elle peut encore gagner des choses et non, ce serait dommage qu'elle arrête comme ça. Sacré champion à Sochi à 19 ans, il y a 4 ans, ça serait quand même. Bon, après, je pense que c'est une réaction à chaud, je sais pas ce que vous avez pensé. À Pyeongchang, évidemment. Je pense que c'est une réaction à chaud. Ouais, je pense aussi. Qui donc est amené 4ème de cet effort, comme Benjamin Cavé d'ailleurs, pour les hommes, qui n'a pas fait mieux que la 4ème place. Ouais, d'ailleurs, une 4ème place qui a été aussi contredite par le clan français qui l'a jugé un petit peu trop sévère. Et sur les notes, ils n'étaient pas très, très sympas avec le français. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit après. Ça dépend des points de vue. Hein, mais voilà pour les Français. On attend quand même encore des médailles en biathlon demain, messieurs. Alors, avant de revenir sur Alexis Pinturo aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, il réagissait dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Demain, on aura un sacré programme avec les Français qui seront encore à suivre, notamment en biathlon. On aura notamment à partir de 10h heure française de sprint féminin. On a notamment les Françaises Anis Chevalier-Boucher, Julia Simon, Alice Bescon, Chloé Chevalier. Du ski alpin, avec notamment Tessa Worley sur le Super G. Et puis on aura encore du ski de fond à 15 km aussi, important, avec des noms moins connus, mais quand même ça peut être pourvoyeur de médailles. Vous en pensez quoi pour l'instant des Français? Est-ce qu'on peut être déçu? On parlera du classement après, mais c'est vrai que pour l'instant on peut être peut-être en deçà de nos attentes. c'est surtout qu'on voit que 5 médailles d'argent, c'est dommage de passer à si peu de la médaille d'or. Puis ouais, c'est dommage aussi parce que on avait misé des gros espoirs sur Perrine Lafont par exemple. Et voilà, c'est des médailles qui ne seront pas ramenées. Et bon, j'espère qu'ils vont se remonter en deuxième semaine. Oui, monsieur, Français, seulement 11e la France au classement. 11e, 6 médailles. 6 médailles. 1 d'or et 5 d'argent, il me C'est semble. ça. Voilà, on attend un peu plus des Français pour la suite. On espère gravir encore quelques places quand même au classement des médailles. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si je peux le dire ou pas, si je vais le dire. L'Allemagne qui est première au classement des médailles, devant la Norvège, deuxième, et l'Autriche, c'est assez surprenant, troisième. Et la France, du coup, 11e, tu l'as La dit. France 11e, puisqu'on rappelle, pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs, on compte évidemment le classement en fonction des médailles d'or, Ouais. et non pas les médailles au total, puisque si on regarde le total des médailles, c'est l'Autriche, actuellement 3e, avec 13 médailles qui seraient, si jamais le classement était établi en fonction de la totalité des médailles, en tête. Donc c'est l'Allemagne avec 9 médailles au total, mais 6 médailles d'or. Les Allemands impressionnants en luge, mais ça, on va dire, c'était plus une surprise. On savait que les Allemands ramèneraient beaucoup de médailles dans cette discipline. Ils dominent pour l'instant la totalité des épreuves dans cette discipline. Juste pour finir, revenir sur Alexis Pinturo, il disait justement après sa course aujourd'hui qu'il était désolé. Je suis désolé, je pense que j'ai fait une grosse erreur à la descente qui me coûte cher. D'ailleurs, j'ai le couteau sous la gorge, il ne me reste qu'une seule option, je tente le tout pour le tout. Et après, on sait ce qui s'est passé, la chute. C'est quand même malheureux parce qu'il mise quand même sa saison un peu sur les JO. C'est comme le point culminant et là, on le voit rater. Ouais, c'est clair. Ouais, puis surtout, c'était un des favoris, hein. Il a remporté le Globe de Cristal. On le voyait en or peut-être, mais bon, ouais, c'est dommage. Bon, il va pouvoir peut-être se rattraper si la blessure n'est pas trop grave, on verra. Il y aura d'autres épreuves, je l'ai dit, Victor. Ouais, dimanche avec le géant. Le géant, et justement, il avait fait d'ailleurs 11e du Super G il y a 2 jours. Alexis Pinturo, c'était avant donc de chuter aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les Jeux Olympiques. Donc pas de médaille aujourd'hui, vous l'aurez compris. Peut-être demain. Peut-être demain, on l'espère. On a un On beau l'espère. programme, notamment de biathlon. Donc voilà, les JO sont à suivre jusqu'au 20 février.
Peut-être une petite dernière question pour sortir peut-être de l'aspect sportif, ces JO qui font, je pense qu'on peut revenir rapidement, polémique, on sait, neige 100% artificielle, c'est une première dans l'histoire des JO, des épreuves qui se disputent à côté de sites d'usines, c'est quand même assez étonnant, assez bizarre. Bizarre, oui et non. On sait depuis longtemps que malheureusement les compétitions sportives sont organisées par les pays qui le veulent bien et qui font ce qu'il faut pour. Donc c'est plus une question économique qu'une question d'infrastructure. Donc en l'occurrence, oui, c'est de la fausse neige et oui, le site n'est pas idéal, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On aurait préféré que ça soit différent, mais ça ne l'est pas. Donc je pense qu'on est obligé de s'adapter, même si on peut regretter ces contraintes-là. Je rejoins tout à fait Alexis sur ses propos. Je pense que les pays qui veulent plus tard participer aux JO d'hiver, enfin du moins les organiser, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des petits pays comme, enfin des petits pays, des gros pays, mais assez riches comme par exemple l'Arabie Saoudite ou les Emirates, qui puissent organiser des JO avec de la neige 100% artificielle, ça ne m'étonne pas du tout. Donc comme dit Alexis, c'est l'aspect économique qui est peut-être plus privilégié. Donc après, voilà, on verra ce que nous réserve l'avenir. Là, sur le coup, ça fait polémique en ce moment. Après, si c'est la seule façon d'y parvenir à Pékin, ben voilà, il faut trouver des solutions. Et c'est surtout aussi que Paris 2024 évite de faire avec des sites qui pourront déjà être réutilisables et même déjà utilisés. Non, c'est aussi avec des trucs originaux, les cérémonies d'ouverture originales, tout ça. Moi, je pense que ça peut être les JO qui montrent que les JO n'ont pas forcément un impact aussi, peuvent avoir un bon impact environnemental, Ouais. enfin un moindre impact environnemental. Non, enfin, c'est vrai que ça fait bizarre là cette année avec la neige, mais il faut s'adapter. Ouais, puis c'est sûr que, je disais hier dans une interview que aujourd'hui il y a à peu près en Europe, surtout occidentale, que 25 sites qui pourraient accueillir normalement avec de la vraie neige, mais bon, ça limite quand même les choix. Dans ce cas-là, on fait les jeux à chaque fois d'hiver en Norvège, en Suède, C'est ça. et on le fait jamais dans des pays. C'est sûr, ça limite les choix. Après, il faut voir ce qu'on veut et ce que le comité international olympique souhaite également. Et Paris ne veut pas se brouiller non plus Bien avec sûr. le comité Envie de Paris 2024. Voilà pour les Jeux Olympiques. Donc vous en saurez plus peut-être pas la semaine prochaine, mais on aura peut-être l'occasion de faire un débriefing dans 2 semaines sur ces Olympiades. Le football maintenant avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal dimanche. Les Lions de la Taranga ont été sacrés pour la première fois champions d'Afrique après leur succès au tir au but contre l'Égypte 0-0, 4-2 au tir au but. Les Sénégalais donc sur le toit de l'Afrique. Une réaction. Ouais, comme tu l'as dit, la Coupe d'Afrique des Nations qui se clôturait du coup sur la finale entre l'Égypte et le Sénégal, pardon, et c'était un match assez fermé et finalement le Sénégal l'a emporté. Donc on peut regretter quand même que ce soit fini sur un triste 0-0 alors qu'on a quand même assisté à une belle compétition. Les Sénégalais ont été plus forts mentalement sur les pénaltys. C'est un peu triste d'en finir sur des pénaltys qui sont à mon sens un peu Une loterie. une loterie, ouais, c'est un peu la chance qui décide du vainqueur, même s'il y a aussi les gardiens qui rentrent en compte. Il y a eu un penalty de Sadio Mané arrêté à la première mi-temps. C'est On vrai. a noté qu'en début de match, il y a un penalty de Mané qui a été arrêté par le gardien adverse, mais bon, je pense qu'on tient un beau vainqueur quand même pour cette édition. Ouais, je suis d'accord. Bravo Sénégal. Les Sénégalais qui ont fait un parcours plutôt un très bon parcours, un parcours de champion. Ouais, je pense que cette CAN, on pourra retenir beaucoup d'événements surprenants, mais beaux aussi parce que des petites équipes qui ont créé la surprise comme la Guinée par exemple ou le Burkina Faso, des grosses équipes, des équipes qui ont su composer malgré les problèmes. Il y a eu des problèmes de Covid. Il y a eu les gardiens égyptiens par exemple, il y a eu des blessures, ils ont dû composer avec leur deuxième gardien. À un moment, leur deuxième gardien était blessé, ils ont dû faire rentrer le troisième. Voilà, donc c'est beau. Après, les joueurs ont quand même tout donné pour leur pays. L'Égypte, on peut la féliciter pour leur beau parcours. Ça reste triste pour la carrière de Mohamed Salah par exemple, mais bon, ça fait plaisir aussi de voir Sadio Mané et ses compères du Sénégal remporter cette première victoire historique. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut retenir, je pense, les gars, c'est des défauts, je pense aussi dans l'organisation, dans l'arbitrage de certains matchs. L'état des pelouses aussi, je pense. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Alexis ? Assez désastreux par endroit. Alors
certaines pelouses qui étaient de très bonne qualité et d'autres très mauvaise qualité. Donc des équipes ont malheureusement été un peu désavantagées en termes de football pur, parce que le niveau est forcément affecté quand la pelouse n'est pas de bonne qualité. Donc oui, des défauts quand même sur cette CAN. Après, les équipes ont dû composer avec ça et l'ont fait au mieux, mais voilà quoi. Il y aura des choses à améliorer pour la prochaine édition en tout cas. On sait que c'est pas simple d'organiser, surtout voilà, on n'a pas la même richesse en Afrique que forcément en Europe, notamment les terrains. C'est toute la complexité, Victor. Non, moi, je voulais réagir aussi à ce qu'il fallait retenir de cette CAN, c'est aussi la déception de l'Algérie qui, tenante du titre, est éliminée dès le premier tour. C'était une grande déception, une grande surprise. Et voilà, c'est quelque chose qu'il y a à retenir aussi sur cette CAN. Et ouais, aussi le Maroc, qu'on a pensé que ça allait aller loin. Finalement, il s'arrête en quart. C'est assez étonnant, mais c'est bien aussi d'avoir des surprises comme ça. Et aussi, je voulais réagir au fait que tu disais que c'était la loterie, les penalties. Il fallait aussi, regarde, à l'Euro, Angleterre, Italie, ça finit au penalty aussi. Quoi, donc. Ouais, c'est vrai. C'est toujours. C'est le football. C'est toujours, je trouve, frustrant d'en finir au penalty quand on a deux belles équipes qui s'affrontent et finalement qu'elles se départagent pas dans le jeu. Après, ça c'est mon avis. Mais... Après, pour revenir sur la finale, le Sénégal a eu quand même un peu plus les meilleures occasions. Ouais. Et si on regarde le parcours de l'Égypte, pas sur ce match-là, mais l'Égypte est passée au tir au but face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale, est passée en demi face au Cameroun au tir au but. Mais après, elle n'est pas non plus tombée sur les adversaires les plus faciles. Hein, vraiment, c'est sûr. C'est elle qui a le pire tirage, je pense. C'est sûr qu'il y a eu Maroc en quart, il y a eu Cameroun en demi. Côte d'Ivoire, c'était déjà quand même un gros morceau en huitième. Donc, bon. Mais voilà, le Sénégal, qui ramène sa première Coupe d'Afrique des Nations après 2 échecs précédents, notamment face à l'Algérie en 2019. Le Sénégal qui a d'ailleurs déclaré un jour férié pour cet événement. C'est ça, exactement. C'est symbolique de l'état dans lequel se trouve le pays après cette belle victoire. Donc je pense que c'est un beau symbole. Pour revenir sur les prix aussi, les stats, Sadio Mané sans surprise finalement a été sacré meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique. Aussi toujours la même équipe du Sénégal, Edouard Mendy qui a été le trophée de meilleur gardien. Pour Edouard Mendy, c'est quand même beau. Ligue des Champions l'année dernière avec Chelsea, cette année la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que... Sachant qu'il y a un peu plus de 6 ans, il était encore chômeur. Qui jouait avec, après il s'est engagé avec l'équipe 2 de Marseille comme gardien. Non, il a eu un beau parcours en très peu de temps, c'est beau. Belle histoire. Vincent Aboubacar aussi, meilleur buteur. Le Camerounais. Très très belle compétition pour lui. Ouais, c'est clair. Qui a confirmé les attentes qu'on plaçait en lui. Ouais. Formé à Valenciennes. Oui, je le dis à chaque émission, donc là je comptais pas le revenir. Voilà, donc, et pour finir sur le petit stat, c'est la 15e nation différente, le Sénégal, de l'histoire a remporté donc cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition. Voilà pour la CAN, je crois qu'on l'a tout dit. Voilà, puis notamment ce match aussi très, très important parce que le spectacle finalement, le week-end dernier c'était surtout pour la 3e place. Hein. Le Cameroun face au Burkina Faso 3-3. Les Burkina qui mènent 3-0 à la mi-temps, les Cameroun qui revient. Et qui gagne finalement. Et qui gagne. Et c'est ça qui est finalement toute la magie de ce sport. Il y avait maintenant tout autre sujet, même si on reste dans notre page foot, retour en France, il y avait de la Coupe de France, ça a démarré mardi. La suite, donc, puisque ça va très vite, il y a eu les 8e la semaine dernière, les quarts de finale qui se sont lancés mardi avec déjà 3 résultats, Tony. Tout à fait, Antoine. Donc on connaît 3 des équipes qualifiées pour les demi-finales de cette Coupe de France édition 2022. L'AS Monaco, finaliste l'an passé face à Paris, se qualifie logiquement contre Amiens, 14e de Ligue 2. Les Monégasques se sont imposés 2-0 après une frappe de Tchouaméni dès la 4e minute suite à un corner pour les hommes de Philippe Clément et qui a été mal dégagé par le défenseur d'Amiens, Pavlovic, qui envoie le ballon dans les pieds du milieu international français qui conclut cette action par un but. À la 55e minute, c'est Kevin Volland qui vient finir d'un plat du pied le travail du jeune professionnel Magnès Akliouche. Également, le match entre Cyrano et Louis XIV, les pensionnaires de National 2, Bergerac et Versailles, se sont affrontés dans ces quarts de finale entre petits poussés. Les 2 équipes sont allées jusqu'au tir au but après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire. Victoire 5-4 pour Versailles. Le club de 4e division affrontera l'OGC Nice qui s'est imposé dans le choc méditerranéen face à l'Olympique de Marseille. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont d'abord mené 1-0 après un but contre son camp du défenseur niçois Melvin Barr. Puis c'est Amine Gouiri qui vient se faufiler dans la défense phocéenne et pour le 1-1 avant qu'un Justin Kluivert en feu
viennent donner le sourire aux siens après une tête sur un centre de Delors et une belle et puissante frappe à la limite de la surface de réparation. Il trompe Pau Lopez, le gardien marseillais, avant de rendre l'appareil à Andy Delors pour le 4e et dernier but avec un joli centre. 4-1 donc pour Nice qui affrontera Versailles. Et rendez-vous ce soir à 21h pour le match FC Nantes SC Bastia. Et on connaîtra le vainqueur de l'AS Monaco. Ah, et ça, je sais que donc Bastia, je sais qu'il y en a qui vont regarder ou du moins suivre ce match parce qu'il y a des supporters nantais ou bastiais que je peux connaître en tout cas, et je sais que ce nom Bastia en tout cas est un match important pour les deux équipes pour une potentielle qualification en demi-finale. La performance de Nice et de Justin Kluivert face à Marseille, impressionnant. Même dans ce parcours de Coupe de France, on rappelle qu'avant de battre Marseille, ils ont battu Paris, tenant en titre. Les performances pour les hommes de Galtier, que ce soit en championnat comme en coupe, ils font une très bonne saison, je pense, à mon avis. Ils ont fait un très bon recrutement cet été. Et on voit les fruits qu'ils récoltent sur leur chemin. Non, je me suis trompé complètement. Je suis fatigué, excusez-moi. Non, mais franchement, un très beau parcours de la part de Nice. On espère pour eux que ça va bien se passer pour la suite de la compétition. Puis le travail de Galtier aussi paye, parce que. Non, mais lui, il ne cessera jamais de m'impressionner, cet entraîneur. Il fait des miracles avec Saint-Etienne, il a fait des miracles avec Lille, et là, il commence à faire des miracles avec Nice. Avec Nice. Non, c'est magnifique, j'adore cet entraîneur. Bon, attention, Nice, c'était pas non plus un club à la peine quand il a repris. Oh. Mais là, 3e. Oui, on s'attendait pas sans doute. C'était quand même pas au meilleur de leur forme, et il leur a donné une véritable âme et identité de jeu qu'ils n'avaient plus depuis un moment. C'est surtout qu'ils avaient un super effectif, je trouve, qui mettait pas, une 9e avec un effectif comme ça la saison dernière. Ouais. C'était bon, ils pouvaient largement faire mieux, et là, je pense que cette année, on peut vraiment voir la valeur des joueurs et tout, avec, je pense à Guri, à Thuram. Non, franchement, c'est pas mal pour Nice. Je suis content. Nice qui affrontera Versailles. Alors, Versailles, on ne sait même pas où le match se jouera parce que Versailles avait déjà eu des problèmes. En 8e, ils auraient dû jouer au Stadium. Je ne sais plus exactement pourquoi ils n'avaient pas accès à leur stade. Du coup, ils ont joué à Bergerac. Et pour le coup, là, selon le tirage au sort, c'est Versailles, mais il y a des chances que ça soit l'Alliance Riviera. Vous imaginez le parcours quand même si Versailles va en finale, ça serait quand même. Ça serait beau. Ça serait beau. Mais bon, après, Nice reste favori pour moi. Après, Nice reste le favori maintenant de la compétition après avoir sorti Monaco, Paris et Marseille. Je pense que Nice. Et Monaco aussi. Monaco aussi. Monaco donc, qui se déplacera sur la pelouse de Nantes ou de Bastia, comme tu l'as dit. Et Black Corvette 72 qui nous dit d'ailleurs qu'il y aura un club corse en demi, vous pouvez déjà l'annoncer. Donc, je pense que Bastia va se qualifier, je vous l'annonce. Moi aussi, je pense. Retenez. On verra bien. Bastia qui a déjà éliminé quand même clairement en 32e, puis Reims, non, clairement 16e, puis Reims en 8e. Ouais. Donc c'est un peu parcours pour l'instant des Corses. Un petit peu plus à la peine en Ligue 2. Voilà pour la Coupe de France. D'ailleurs, je vous demanderai dans le quiz un petit pronostic de Nantes-Bastia, on en reparlera tout à l'heure. Il y avait peut-être aussi hier, Alexis, on jouait en première ligue. Ouais, on jouait en première ligue, et toutes les équipes ne jouaient pas, mais quand même il y avait des matchs assez intéressants, notamment Tottenham contre Southampton. Et les Spurs qui se sont fait surprendre sur le score de 3-2, une surprise en championnat. Les Spurs qui sont à la peine pour le moment et qui stagnent à la 7ème place du coup. Manchester City, le leader, s'est imposé contre Brentford 2-0 sans forcer, alors que Norwich et Crystal Palace ont fait 1-1, et le match spectaculaire du jour est à donner au crédit de Aston Villa et Leeds qui ont fait 3 partout sur un match assez équilibré. Du coup, au classement, Manchester City reste premier, même s'ils ont 2 matchs d'avance sur Liverpool. Liverpool est 2e et Chelsea 3e. Les relégables, du coup, restent Norwich, Watford et Burnley. Voilà pour les matchs qui s'est disputés en première ligue en semaine. Et puis il y avait aussi, juste pour la petite anecdote, brièvement de la Coupe en Italie, et notamment un certain Français, Olivier Giroud, qui a inscrit un doublé avec l'AC Milan. Un doublé avec l'AC Milan dans le derby milanais. Et en coupe contre la Lazio de Rome, dans la victoire 4-0 de l'AC Milan. Je vois qu'il avait déjà inscrit un doublé le week-end dernier. C'est ce qu'il vient de dire. Le week-end dernier, oui, mais qui a inscrit aussi un nouveau doublé hier. Oui, c'est ce qu'il a dit aussi. Voilà. Mais deux doublés. C'est ce qu'il vient de dire. Faut quand même. Mais c'est bien, il faut en précise. profiter pour lui parce que justement Zlatan est blessé en ce moment, il est en train de revenir, mais en attendant, voilà, il faut en profiter pour faire sa place, et Giroud l'a compris, je pense. Il sait qu'en mars, il y a bientôt le rassemblement des Bleus. Pourquoi pas
j'espère piquer un œil à Deschamps, voir ce qu'il est encore capable de marquer et qu'il peut compter sur lui. On verra ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que Giroud pourrait retourner en équipe de France? Oui. Est-ce qu'il pourrait? Oui. Est-ce qu'il va être Est-ce qu'il sélectionné? va Je être pense sélectionné? que non. Pour le coup. Oh, moi, je suis pas comme lui. Je pense que c'est pas des matchs hyper importants. Attends, c'est contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Ouais. Après, Allez. moi, je pense que Deschamps a Ouais, dans ça. l'idée le fait qu'il faut laisser la place aux jeunes et que du coup, Puis Giroud préparer la est Coupe plus du dans Monde. ses plans pour l'avenir et qu'il prépare une équipe pour le futur. Ouais, c'est ça. À mon avis, même si Giroud a des performances très intéressantes en ce moment, mais moi j'ai toujours pensé que c'était un joueur sous-coté, Mm. je pense qu'il ne reviendra pas dans l'équipe. Voilà, donc la question c'est Plus jamais. est-ce qu'il misera Pour sur moi, pas. Giroud pour ses matchs ou est-ce qu'il misera éventuellement aussi sur des jeunes joueurs comme le disait tout à l'heure Victor avec des bonnes performances en Ligue 1 notamment avec Nice, Amine Gouiri et Thuram et je sais que Deschamps a un œil Thuram. dessus. Comment? Thuram, il est plus milieu terme. aussi. On peut aussi Oui, penser parce à. que Thuram. On peut aussi, Oui, mais penser à des jeunes Nkunku qui peuvent dans être la- sélectionnés, je veux dire. On peut aussi penser à Nkunku dans le cercle, Ouais. dans Ouais, l'animation offensive qui Et puis, s'impose comme une valeur sûre en ce moment en Oh, Bundesliga. Nkunku, il est pas vraiment attaquant point. Même point. Moussa Diaby, Non, hein. il n'est pas attaquant de Oh, pointe. oh, Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen qui est très fort. au-delà des qualités d'instinct de buteur de Giroud, c'était le bon choix de poursuivre sa carrière en Italie, à Milan. Ouais. Je pense qu'il y a aussi le petit entre guillemets dérapage, même si c'est pas vraiment un dérapage, mais on va dire, les petites tensions qu'il y a pu y avoir lors de l'Euro. Giroud qui avait notamment pu critiquer Mbappé, ne pas lui faire la passe sur quelques matchs. Ouais, Bon, ça- et puis d'autres affaires qu'on n'a pas forcément connaissance, mais on sent que bon, potentiellement, Didier Deschamps, s'il était lucide, pourrait peut-être potentiellement le resélectionner. Va-t-il Oui. le faire après pour la cohésion de l'équipe, sachant qu'il peut y avoir éventuellement des tensions entre les joueurs? Ça, c'est la question aussi. Après, ça reste un cadre de l'équipe de France, un cadre de Deschamps sur lequel Et- il peut s'appuyer. Et je pense que Giroud pourrait être un joker, tout à fait un joker de cette équipe de France. Et Giroud a toujours en plus été très professionnel, peu importe s'il jouait ou Exactement. non dans ses clubs, donc je pense pas qu'il affecterait le collectif de manière négative. Bien au contraire. J'espère pour lui qu'il sera resélectionné parce que, à mon sens, il le mérite. Mais après, on verra. Voilà pour donc la AC Milan qui s'est qualifiée donc en Coupe d'Italie. Voilà pour le foot. On va passer maintenant aux enjeux de la prochaine journée de Ligue 1, mais peut-être revenir sur des performances d'abord de Lille PSG, puisque Lille PSG, Victor, tu y étais en compagnie d'ailleurs de Tanguy qui n'est pas là, mais qu'on salue. 5-1 pour les Parisiens, un score très large, et pourtant Lille avait fait jeu Ouais. égal pendant Ouais. 30 minutes avant finalement de totalement couler. Ouais, je trouve ça un peu cher payé quand même. À 5-1, pareil, ils ont été très réalistes. Ils méritaient de gagner, ça c'est sûr. Après, on n'a pas non plus été aidé par. Enfin, je dis après, Lille n'a pas non plus été aidé par le gardien Garbage qui a fait 2 voire 3 boulettes. Notamment le premier but, le centre Ouais. de Mendes et qui est mal réceptionné par le gardien. Il y a eu une note de 1 dans l'équipe. C'est quand même pas beaucoup. Je la trouve quand même un peu sévère. Ouais, Parce que, moi aussi. parce que, je crois que si je Ah, prends ouais. les critères de l'équipe, c'est un manque d'implication. Je pense pas qu'on peut dire qu'un joueur, il s'est pas impliqué dans le Ouais. match. Non, non. Sachant ouais. qu'il se présente. Donc je pense que mettre à peut-être 2, mais 1, c'est vrai que ça fait un peu. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, il est pour beaucoup dans cette déroute lilloise. Mais PSG. à noter quand même aussi la bonne performance par contre de Ben Arfa. Qui Tout à a fait. marqué, enfin qui a pas marqué, mais qui a Avec une fait une passe passe décisive. Mais franchement, c'est bien. Je suis content on voit qu'il est encore en forme, malgré son âge, malgré ses absences. Après, même ça reste un excellent joueur de par le talent. Il a toujours fait dans ses précédents clubs des bonnes performances au début. Et après, c'est un peu transformé sur de l'irrégularité. À voir ce que ça va donner. J'espère pour lui en tout cas et pour le club du LOSC aussi. Mais pour lui surtout, qu'il fasse une bonne fin de saison et qu'il puisse nous régaler. Comme seul Ben Arfa sait nous régaler. Et puis les Parisiens donc, ont été à la fête avec notamment un doublé de Pereira et un doublé de Léo Messi aussi. Non. Non, non, Un c'est but, seul. un but. Kimpembe de et Messi. Mbappé, Exactement. Donc moi, Et Magnifique but de Mbappé. Voilà. très. sous mes yeux. Ouais. C'est vrai que Mbappé. Ils ont tous été à la fête, les stars parisiennes finalement lors de ce Ouais, match. Messi a fait un bon match aussi. Franchement, c'était bien. Mbappé. Il a retrouvé le chemin d'affilée en Ligue 1. Ouais, Oui, dans ma tête, il avait fait un doublé, mais non, pas du tout. Un seul but. peut-être une passe décisive, je sais plus. Non, je ne crois pas. Bon, bref. Mais en tout cas, le PSG, c'est un bon augure pour la réception dans 5 jours du Du Real Madrid, en 8ème de finale. Un de petit Ligue des topo Champions. vite fait avant d'en parler. Enfin d'en parler un peu plus du match, mais un petit topo sur le choc PSG Real qui arrive dans 5 jours. Paris reçoit au Parc des Princes le Real Madrid. Nous rappelons que Paris cette saison s'est éliminé en Coupe de France face à l'OGC Nice en 8ème de finale. Ça reste leader du classement de Ligue 1 avec 56 points.
Une victoire lors du dernier match, du coup 5-1 contre le LOSC. À noter les incertitudes de Neymar. Il est en train de revenir, il pousse pour être là contre le Real et éventuellement sur le banc. Mais voilà, il se remet en tout cas de sa cheville. Di Maria qui serait un peu sur une fatigue musculaire, mais pour moi, je pense qu'il sera quand même présent dans le groupe. Paredes, Ramos absent normalement, et absent aux entraînements en tout cas ces derniers temps. Et Herrera aussi blessé aux ischio-jambiers, il a une petite gêne. Après, on peut noter les plus de Paris en ce moment, c'est Mbappé qui reste sur une bonne forme, après son but contre Lille. Messi aussi qui a peut-être gagné en confiance avec un but contre Lille. Il n'avait pas encore marqué en Ligue 1 depuis son but contre Nantes, il me semble. Et après, il avait trouvé beaucoup de poteaux, donc ça fait plaisir à lui. Et puis Paris qui pourra compter évidemment sur Verratti aussi, toujours là pour distribuer le ballon au milieu de terrain et qui fait un peu partie qui est une des pièces motrices pour l'équipe du PSG. Et pourquoi pas compter sur la forme de Danilo Pereira qui reste du coup sur un doublé exceptionnel contre le LOSC. Après le Real, ça reste aussi éliminé en quart de finale contre Bilbao en Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Mais vainqueur de la Super Coupe d'Espagne 2-0 contre Bilbao, encore une fois. Le dernier match du Real, ça reste une victoire 1-0 dimanche contre Grenade avec un but d'Asensio. Ouais, donc après les incertitudes, ça reste Benzema, mais je pense qu'Ancelotti va vouloir garder son capitaine contre le PSG, même s'il n'est pas à 100%, mais au moins le mettre sur le terrain parce que Benzema, ça reste une menace à tout moment. Il est blessé, à voir ce que ça va donner. Ferland Mendy lui aussi est incertain, donc on verra ce que ça donne. Alexis, qu'en penses-tu? Moi je pense que Ancelotti a essayé une nouveauté, il a essayé Isco en faux numéro 9 et c'est peut-être signe que Benzema sera peut-être pas prêt à temps. Il cherche des solutions à mon avis parce que Jovic n'a jamais été convaincant devant. Peut-être Asensio aussi, on peut le mettre numéro 9, non? Donc peut-être Isco en faux numéro 9 comme il l'a fait au dernier match, il a réalisé une performance assez convaincante. Après je pense que Asensio jouera logiquement sur le côté droit et Vinicius sur le côté gauche puisque Vinicius était suspendu pour le dernier match et ça ne sera pas le cas en Champions League. Donc on verra bien, mais je pense que le Real a l'espoir encore que Benzema soit présent parce que ça reste la menace numéro 1 c'est clair. En ce moment. Ça promet. Et général, je pense que sur le papier, c'est un des signes. C'est un match à regarder. C'est un beau match à regarder. Ce sera en plus le lendemain de la Saint-Valentin pour tous les amoureux qui regarderont ce match. PSG Real, j'espère que il n'y aura pas de division s'il y en a qui sont pour le Real pour le Paris, mais bon. Voilà, PSG Real le 15 février. Puis il y aura aussi la semaine suivante, avant de revenir sur la Ligue 1, puisqu'on était sur la Ligue 1, une semaine après, il y aura Chelsea-Lille. C'est ce qu'on dit parce que là on disait c'est le bon augure pour Paris cette victoire face à Lille et au contraire Lille moi j'étais plutôt confiant et là maintenant je commence à m'inquiéter un peu parce que perdre 5-1 contre le leader du championnat contre une équipe à peu près du même niveau que Chelsea en ce moment en Ligue des Champions. Et puis Lille n'est même plus dans le top 10 de Ligue 1, ils sont 11e ou 12e. 11e. Donc contre Chelsea, c'est pas... Chelsea qui vient d'ailleurs de s'imposer en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et qui jouera du coup contre Palmeiras en finale. Donc eux, ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là, donc ça va être difficile pour Lille à mon sens. Lille, qui donc jouera une semaine après le PSG. Donc on espère quand même que nos offensives vont performer. Alexis sera présent exactement, je t'ai envoyé spécial. Envoyé spécial parce que c'est à Lille le match. Non, c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'y vais aussi, je me suis dit c'est pas 2 semaines, c'est dans match retour. Et t'as Chelsea, donc tu seras envoyé spécial en mars. Exactement. Pour Lille. Chelsea d'ailleurs, ton télé qui nous dit par rapport au PSG Real, la France veut une émission PSG Real. Voilà, mais on peut l'envisager parce qu'il y a une pause après, mais on peut y réfléchir ou du moins pour le match de Chelsea. Sachant qu'il y aura aussi pour PSG Real des consultants pro PSG, pro Real. Voilà. On verra. PSG Real qui fera d'ailleurs l'office également d'un pronostic en fin d'émission. D'ailleurs, vous qui réagissez sur le chat, n'hésitez pas à nous donner un avis sur cette rencontre et même sur Chelsea face à Lille. Autre aussi carton pour venir à la Ligue 1. Marseille a battu 5-2 Angers. Voilà, mais Marseille est retombé face à Nice. Peut-être aussi Reims qui a battu Bordeaux 5-0. Alors moi, je vais pas forcément m'appuyer sur la performance de Reims, mais sur celle des Bordelais qui ont totalement sombré. Moi, ça me fait marrer maintenant. Genre, tu as entendu le résultat à la radio, je fais wow, 5-0. Ah oui, ça quand fait même. 2 fois quand même qu'ils sombrent en 3 matchs, je crois, 7 matchs. Ça commence à faire beaucoup pour les Bordelais. De toute façon, ils sont quand même mal embarqués dans cette Ligue 1 là. Il s'est fait limoger, Petkovic. Cette semaine. Ouais. David Guillon, ancien entraîneur de Reims, bien parti. En tout cas en pole position pour lui succéder.
C'est dommage pour Bordeaux, ça Je pense reste qu'il ne peut pas faire pire de toute façon que son prédécesseur. Donc, Mais c'est clair. c'est bizarre quand même, Valentin Petkovic, c'est un bon entraîneur, il a été bon avec la Suisse. Moi, je Ouais. trouve ça quand même bizarre. Je pense que dans le vestiaire, on ne doit pas tout. On va pas, évidemment, il y a des Dans choses. le vestiaire ou même dans les bureaux en haut, les présidents et. Mais c'est vrai que Bordeaux, depuis qu'on a changé d'actionnaire, Ouais. les Bordelais qui sombrent et qui sont. C'est vrai qu'il a fait y avoir un dépôt de bilan il y a 2 ans, je sais plus. Il y a peu de temps, j'ai en tout plus cas. ça en tête, mais c'est vrai que Bordeaux était très mal placé financièrement. Ouais. Et alors Bordeaux, ce qui peut peut-être être rassurant pour Bordeaux, c'est que entre guillemets, avec Saint-Étienne, avec Troyes, avec également Clermont. Lorient Clairement, non. et Clermont, ces 5 équipes-là vont lutter pour le maintien parce qu'on Bien peut sûr. imaginer que Reims, qui est 14e, est un petit peu à l'abri, il y a quand même des points d'avance pour ces 5 équipes-là et pour les avoir aussi vus en match, pour avoir vu des matchs. C'est vrai que ça va pas mieux. Alors Bordeaux prend beaucoup de buts, 50 buts encaissés déjà, mais bon, ça va pas mieux. C'est beaucoup. Je dirais que l'équipe qui est peut-être la meilleure actuellement dans les 5, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a un très bon point positif ce week-end avec une victoire 3-1 contre Montpellier. Surprise au chaudron, qui a bouillonné. Pascal Dupraz était comme un fou. On a pu voir sa réaction et puis ouais, ça faisait plaisir. Pour ma part, j'ai vu les images et de voir le peuple vert en feu comme ça. L'entraîneur Pascal Dupraz, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Du coup, ça me faisait rire aussi de le voir comme ça. Et voilà, de voir les Stéphanois avoir faire une victoire contre Montpellier en plus qui est très bien classé. Donc après, voilà, Saint-Etienne, ça serait. Je supporte pas personnellement Saint-Etienne, mais ça serait dommage de les voir descendre en Ligue 2, sachant que c'est un club historique de Ligue 1. Donc voilà, ça reste le club record du nombre de champions de France, donc avec 10 titres de champion Ouais, de France. c'est ça. Donc les voir descendre en Ligue 2, ça serait dommage. Donc Une institution. c'est une institution du football français, donc les voir se maintenir, ça ferait plus plaisir. Pardon. Et c'est vrai que les clubs luttant pour le maintien, donc c'est les 5 clubs qu'on vient de citer. Saint-Etienne s'est imposé le week-end dernier. On peut noter également la victoire de Lorient face à Lens 2-0. On peut également noter le succès de Clermont qui est surpris Nice. Bordeaux, donc, le seul club qui a perdu et donc 5-0 face à Lens, on l'a dit. 3 aussi face à Metz. On a oublié d'ailleurs de citer Metz pour le maintien parce que Metz est également Oui, là. 3 Metz, c'était pas très. En tout cas en termes de qualité, c'était pas le match en tout cas qu'il fallait voir pour en tout cas avoir du spectacle. C'est clair. Troyens et Messins qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Voilà, donc 5 clubs justement qui vont lutter. Alexis, quelles seront les affiches importantes Alors, de la prochaine journée? Il y a d'une part les matchs intéressants pour le haut de tableau, notamment PSG Rennes. Rennes qui fait une bonne saison et qui affrontera du coup le leader au Parc des Princes pour entamer cette journée de Ligue 1. Donc on va voir ce que font les Rennais contre une équipe qui est en confiance du coup après sa victoire à Lille assez facile. Samedi, on aura également Lyon-Nice, un match pour le haut de tableau aussi parce que Nice reste sur une bonne performance contre Marseille et Lyon avait aussi fait une bonne performance contre Marseille mais quand même reste irrégulier, donc on va voir quelle équipe se détache entre les deux. Et du côté du maintien, on aura un Brest-3 assez compliqué des deux côtés parce que 3 est en manque de points de manière assez évidente. Et Saint-Etienne se déplacera à Clermont, Clermont qui est 15e et Saint-Etienne 20e, donc là aussi un match pour le maintien. On sait que les Verts viennent de s'imposer et ont fait un recrutement plutôt intéressant, donc on verra laquelle de ces deux équipes prend l'avantage sur l'autre sur cette confrontation-là. D'ailleurs, Saint-Etienne a match à Lyon qui avait battu Clermont après avoir tenu 2-0. On pensait alors à un déclic à ce moment-là, il n'y avait pas eu. Ouais. Même si Saint-Etienne s'était offert les 2 premiers, puisque la semaine suivante ils avaient battu les Stacks à domicile. J'ai envie de dire, c'est l'équipe parfaite pour commencer une série. Pour Saint-Etienne, s'ils veulent se maintenir, c'est le moment idéal pour prouver qu'ils ont envie de le faire. Clermont, c'est pas l'équipe super en forme en ce moment. Les autres sont quand même battu Nice, donc il faudra veiller à eux, mais c'est vrai que oui, clairement, globalement, si on prend les derniers résultats, c'est pas ça. On verra si Clermont confirme son match face à Nice. Est-ce qu'il y aura aussi des affiches intéressantes à suivre ça dans l'étranger? En Europe, il n'y aura pas beaucoup de gros chocs ce week-end pour le coup, même si on aura un Naples-Inter Milan assez intéressant, l'Inter qui est sur une bonne forme en ce moment. En Liga aussi, on aura des belles affiches. Villarreal qui reçoit le Real Madrid, un match pour le haut de tableau. Villarreal qui est quand même une bonne équipe de Liga contre le Real qui est solide leader. On verra un peu ce que ça donne en termes de jeu, parce qu'il y aura sûrement encore l'absence de Benzema du côté du Real.
En Italie, l'Atalanta affrontera la Juve qui est en mauvaise forme cette année, qui ne reste pas sur les standards des saisons précédentes. Donc on va voir si les offensives de l'Atalanta vont faire céder les Turinois. Et enfin, on aura un derby entre l'Espagnol et le FC Barcelone ce week-end. C'est les matchs qu'on peut retenir, à mon sens, pour ce week-end-là. Voilà, c'est Donc complet. pas vraiment de gros chocs pour le coup cette semaine. Barcelone, justement, qui avait la semaine dernière battu Atlético. Juste pour revenir, donc belle victoire, hein, Tony 4-2. Tout à fait. D'ailleurs, à cette occasion, Tony, tu as fait un article sur Dico Sur du Dico Sport. du Sport. D'ailleurs, Allez un voir. article à retrouver. Si Et vous toi aussi voulez. qui as fait un article sur PSG, Fallait le PSG, pardon. Exactement. Voilà, on est complet pour cette page football. Donc, on suivra attentivement ces matchs-là le week-end prochain. Allez, il y avait également, c'est le dernier sujet qu'on va aborder dans cette émission en format essentiel, il y avait le tournoi Destination qui a débuté samedi dernier. Vous connaissez le principe, hein, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles et l'Irlande qui s'affrontent. Donc en match aller-retour. Non, allez, juste Allez, autant pour moi, Allez. tu as raison de le préciser. Victor, retour sur ce match France-Italie où tu étais envoyé spécial au Stade de France. Ouais, je vais essayer de faire vite un peu. Le 15 de France lui, a réussi son entrée donc, dans le tournoi Destination en remportant une victoire bonifiée 37-10 contre l'Italie et donc ils prennent la tête du classement du tournoi. Mais tout n'a pas été facile hein, lors de ce match avec tout d'abord un essai encaissé après une vingtaine de minutes. Ensuite, sur un cafouillage, sur une touche de l'Italie, Anthony Gelon viendra quand même redonner l'avantage aux Bleus. Juste avant la mi-temps, c'est Gamard Villiers qui inscrira le deuxième essai, ainsi que le troisième en reprenant après la mi-temps. Malgré quelques maladresses, la France aggravera le score avec Damien Penaud qui inscrira l'essai du bonus offensif. Et enfin, Gamard Villiers viendra conclure cette rencontre avec un triplé pour lui. Il a marqué donc 4 buts en 2 matchs avec les Bleus, en 2 sélections. Donc, que des 4 essais, pardon. Je suis resté sur le foot. Moi. Et donc voilà pour les Bleus. Vous voulez réagir, messieurs? Ouais, on s'y attendait un peu, je pense. La France était favorite, sachant aussi que l'Italie n'a plus gagné depuis 2015 en tournoi de destination. Ouais. Sa dernière victoire remonte le 28 février 2015 avec une victoire 22-19 contre l'Écosse. Donc voilà, les Italiens sont déjà plus meilleurs au football qu'au rugby. Donc à voir maintenant. La France, on souhaite qu'il continue comme ça pour le tour de destination. Ça serait beau une victoire. Prochain match contre l'Irlande, c'est ça? Prochain match contre l'Irlande dimanche. Gros match. Ça Samedi. sera... Ah oui, c'est samedi après-midi. 7h45. Ouais, ça sera sûrement le match le plus important pour l'équipe de France parce que c'est l'Irlande, c'est l'équipe en forme qui a battu, donc j'allais dire, les Pays de Galles 29-7, c'est énorme. C'est énorme pour les Pays de Galles qui ont vraiment pris une belle raclée. C'est qu'à dire. Non, mais oui, c'est les deux équipes en forme, c'est les deux favoris du tournoi. Donc ouais, ça va être intéressant, surtout de voir si les quelques maladresses de l'équipe de France contre l'Italie ont été corrigées. Parce que bon là, certes il y a eu des maladresses, mais c'était le premier match. Les Bleus n'avaient pas joué ensemble depuis le tournoi d'automne quand c'était contre la Nouvelle-Zélande. Il faut le temps de s'y remettre. Bon allez, ça va. On peut dire que là, après quelques semaines et après un match en préparation contre l'Irlande, on espère que ça sera mieux. Quoi. Et puis l'Écosse aussi qui a battu l'Angleterre. Et l'Écosse, j'allais dire aussi. 20-17. 20-17, surprise. Et surprise, oui ou non, parce que l'Écosse, ça fait depuis les 2 derniers tournois qu'ils arrivent à battre des grosses équipes. Donc 20-17, ça s'est joué à rien. Donc la France première du classement avec 5 points, l'Irlande deuxième aussi avec 5 points, l'Écosse troisième avec 4 points. Et ensuite on retrouve l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Italie avec 0. L'Écosse L'Angleterre à 1 point. qui donc s'est imposé 20-17 face aux Anglais. L'Écosse faudra quand même s'en méfier parce que la France, Ouais. lorsqu'elle affrontera l'Écosse, on sait que ça nous Toujours été un peu piégé par l'Écosse. Hein. Ouais, donc il faudra vieillir ça. Pour revenir peut-être sur France-Italie, en termes de satisfaction, c'est vrai que Gabin Villiers, c'est sérieux, c'est solide. Gabin Villiers, ouais, triplé. On avait déjà vu contre la Nouvelle-Zélande qu'il pouvait faire des belles petites performances. J'ai vu aussi une petite déception pour Antoine Dupont, mais voilà, il a eu le Covid, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Son club avec Toulouse n'est pas non plus en pleine forme. On pouvait pas trop lui en demander et franchement, même ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal avec ce qu'il avait dans les jambes. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal.
C'est vrai qu'on peut avoir des critiques sur la charnière Ntama avec Dupont, mais bon. Bah, les deux ont eu le Covid. Les deux ont eu le Covid, c'est vrai, et puis on en reparlera après des résultats de top 14, enfin quelques résultats, mais à Toulouse qui est un peu à la peine en championnat, donc c'est pas facile pour ces deux joueurs dans ce contexte-là. Il y avait de la pluie aussi, les conditions, c'est pas une excuse, mais bon, c'est un match de reprise, France-Italie. Ouais, bah donc comme tu as dit, Toulouse en difficulté. Je vais enchaîner sur les résultats du top 14. Donc Toulouse donc, a perdu 36-13 contre Perpignan. Lyon s'est imposé 26-22 contre le Stade Français. Le Racing 92 a écrasé Brive 57-19. Montpellier 29-12 contre Pau. Et enfin, le Castres s'est imposé à Toulon 10-22. J'ai fait avec l'accent du sud. 10-22 avec Bordeaux qui confirme sa première place. Bordeaux est le leader en général devant Montpellier. Ils s'est imposé contre. Je ne sais plus, j'ai pas noté. Bref, Ils sont imposés. En tout cas, ils se sont imposés. Ils se sont imposés une nouvelle victoire. Les Toulousains seulement 5ème. C'est vrai que Toulouse n'avance pas du tout en ce début d'année. Non, ils ont du mal. Après, là, on va dire qu'ils n'ont pas les joueurs, les cadres. Mais bon. Mais c'est sûr qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part des Toulousains. Donc voilà pour le top 14 et donc le tournoi des destinations qui sera à suivre la deuxième journée dès le week-end prochain. On aura à cœur d'en reparler dans les prochaines émissions puisque vous savez c'est juste que fin mars, donc on a le temps et la France quand même favorite, on peut le dire, de ce tournoi des destinations avec l'Irlande. Attention parce que le match est couperé donc à surveiller ce France-Irlande au Stade de France. Allez, on a parlé donc rugby en ce troisième sujet. On va maintenant parler les infos donc on n'a pas pu vous dire en principal, en essentiel. On les dit maintenant, c'est la rubrique tout de suite, les infos sport en vrac. Avec aujourd'hui, en termes d'infos en vrac, on aura du tennis, du cyclisme, du Super Bowl en NFL et du basket. On va commencer tout de suite avec le tennis et les adieux d'un certain joueur important quand même, Alexis. Ouais, c'était Juan Martín del Potro, du coup l'Argentin qui jouait hier au tournoi de Buenos Aires, donc chez lui, en 16e de finale. Et il a perdu assez largement 6-1, 6-3 contre Del Bonis, son compatriote du coup. Il a fondu en larmes à la fin du match et c'est probablement son dernier match, donc ça se justifie. Il aura du coup gagné 22 titres au total, donc un très beau total, dont un US Open en 2009 remporté en finale à l'époque contre Roger Federer, qui est quand même un sacré morceau, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Il a atteint la 3e place mondiale en 2018, donc un beau palmarès pour lui et une triste fin puisque c'est dommage de perdre à ce stade d'un tournoi qui est à sa portée à la base, on va dire. Juan Martín del Potro, donc fatigué par les blessures, qui devrait à 99% raccrocher à l'issue de ce match. Un grand joueur quand même, il faut le dire, qui a un peu fait bousculer la hiérarchie avec les Federer et Nadal, même s'il a gagné qu'un grand chelem. Il y avait aussi du cyclisme, on va revenir rapidement sur, très rapidement, sur l'étoile de Bessèges. Ouais, juste noter que Benjamin Thomas remporte le classement final de l'étoile de Bessèges à l'issue d'un chrono remporté par le champion du monde de la discipline Filippo Ganna. Il s'offre donc là sa première victoire, sa première course par étape et tout simplement sa première victoire sous ces nouvelles couleurs de la Cofidis, puisqu'il faut rappeler que l'année dernière il était sous les couleurs de la FDJ. Voilà pour le cyclisme, ça fait plaisir, hein, en français quand même pour gagner en ce début d'année. Il y avait aussi du basket, quelques résultats. Il y avait notamment un gros choc dans la nuit hier entre les Utah Jazz de Rudy Gobert qui n'était pas présent pour une fois lors de ce match contre les Golden State Warriors de Steph Curry notamment. Et les Utah Jazz se sont imposés 111-85, donc une victoire quand même assez large pour deux équipes qui sont quand même sur des bons résultats en ce moment dans leur conférence. Du coup, un point sur le classement, en conférence Est, les Miami Heat sont premiers devant les Bucks de Milwaukee, les Chicago Bulls, les Cavaliers de Cleveland, Philadelphie et les Raptors de Toronto, alors que dans la conférence Ouest, du coup, c'est Phoenix qui est premier devant les Golden State Warriors. Voilà, des problèmes de connexion ont témoigné de cette fin d'émission. On revient donc pour conclure, je disais cette émission, le quiz. Alors, Tanguy n'étant pas là ce soir, ce sera juste des pronostics. Tanguy, tu pourras nous les donner sur le chat ou après en off. Pronostics, messieurs, 3 matchs. Donc, un match de Coupe de France, Nantes-Bastia ce soir. Je prends vos résultats. Donc, c'est le dernier quart de finale, Nantes-Bastia. Nantes-Bastia. Moi je dis C'est à Nantes, ça va vouloir. victoire de Bastia. Victoire de Bastia au tir au but. Au tir au but. Et le score Combien Le score à la fin du temps temps réglementaire, je veux dire un partout. Ce sera le score que je retiendrai, donc si jamais. Voilà. Moi je vais dire 0-0, victoire de Bastia au tir au but aussi.
Bastien, donc, Parce que j'ai pas victoire d'originalité. 0-0. Alexis, Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est Nantes qui va s'imposer 2-0. 2-0 pour Nantes. Et je pense comme toi, Alexis, je pense que les Nantais, même si Bastia devrait donner du fil à retordre, Nantes s'imposera 1-0 face à Bastia. Je pense qu'ils donneront du fil à retordre. Après, c'est ça la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on C'est- espère voir un c'est petit la magie de poussé. la Hein. Coupe de Après, on France. sait que sur un match, ça se jouera à pas grand chose, mais à Mm. mon sens, Nantes va faire la différence. Le pronostic du match de Ligue des Champions PSG Real, c'est mardi. Victoire du PSG. C'est pareil. Hein. C'est à Paris. À Paris. Et Benzema incertain. Après, vu la dernière performance du PSG face à Lille, ils sont en confiance. Et pour moi, Paris il devrait s'imposer. Avec un bon Navas ou un bon Donnarumma au goal. Et un bon Marquinhos et un bon Kimpembe. Je pense qu'il y a moyen qu'on gagne 2-3-0. Je me suis dit quoi Je sais pas. On va dire un pronostic. Je vais dire 3-0 pour Paris. Ah oui, quand même. 3-0 Moi, je vais dire 3-1. 3-1. Pour Paris. pour Paris. Moi, je pense qu'on va avoir un match plus fermé que ça. Et je vais dire un partout. Ah, pour Alexis. J'espère pas. Et moi, j'ai misé le Real Madrid. Petite victoire du Real. 2-1 pour le Real à Paris. Il prend des risques, le petit, en tout cas. Enfin, pronostic du match France-Irlande, donc deuxième journée du tournoi de destination. On va donner en termes de nombre d'essais, parce que donner un score c'est compliqué. Combien voyez-vous la France, l'Irlande inscrire d'essais? Non, je vois la France mettre au moins 5 essais. Si, parce que contre Ouh. l'Italie, ils ont réussi. Téméraire, hein. Attention, hein, l'Italie, l'Irlande c'est pas l'Italie, mais Je bon. sais. Ouais, carrément. Surtout que Mais j'y crois. l'Irlande. Non, plus sérieusement, non, je rigolais. Non, deux, Non, tu rigoles. non, tu rigoles pas. Attention. deux essais pour la France. C'est noté, c'est trop tard. 2 essais et un essai pour l'Irlande, parce que j'espère une victoire de la France. Donc combien 2-1 2-1. en termes d'essais? 2-1, j'avais 2-1. Attention, prochaine fois. Victor, Moi, je vais dire 3 essais pour la France et 2 pour l'Irlande. Putain, j'allais dire ça. 3 essais, 2 pour Je vais l'Irlande. dire pareil. Alexis, Moi, je dis pareil. eh ben, de toute façon c'est permis, on a le droit. 3 essais, 2 pour l'Irlande. Et moi j'ai envie de dire qu'on va avoir un match assez spectaculaire, serré également, donc je vais dire 4 essais Oh. pour l'équipe de France et 3 pour les Irlandais. Voilà, donc je me dirai les résultats en off. Voilà pour les pronostics. Ce quiz marque la fin de cette émission. On est désolé donc pour les problèmes de cette fin d'émission de connexion. On est également désolé pour le retard accumulé au début de cette émission qui devait commencer à 18h. Ça ne se reproduira plus. On va essayer de régler au maximum les problèmes pour la rentrée. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouvera dans 15 jours, jeudi, à la même heure, je ne sais pas, on verra bien, on communiquera sur les réseaux sociaux, et sans doute dans un autre studio avec notre compère Tanguy. Voilà, Michel dans les mots. Allez, les bleus. Allez les bleus, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Ah, ciao, bientôt. ciao.